Cette semaine, à travers une série de reportages, nous allons partir à la découverte de la communauté juive d'Alsace, une communauté très active de 18 000 membres. L'histoire mouvementée du judaïsme a laissé des traces dans notre patrimoine. C'est le premier volet de ce soir. Il est signé Remedios Sanchez-Pascual et Xavier Colombier. Des pierres dressées dans un jardin, des ronces, des broussailles, et la vie malgré tout dans ce cimetière. Ces stèles s'offrent au soleil levant. Elles écoutent Jérusalem. Nous sommes dans un Beth Olam, une maison d'éternité. Ici reposent à jamais près de 7000 juifs. La femme convenable et juste, l'enfant chéri et savant, l'homme sage et vaillant. Nous sommes à Rosenwiller. Rosenwiller est avec Ettendorf dans le Bas-Rhin et Jungholz dans le Haut-Rhin, l'un des 3 cimetières centraux du judaïsme alsacien de l'époque du 16e, 17e, 18e siècle. On est très loin de tout parce que les cimetières juifs étaient toujours loin des villages. Ici, c'est un lieu d'équarrissage avant que ça devienne un cimetière. Un sol gorgé de sang animal pour enterrer les défunts. Quel mépris pour les juifs et quelle ignorance de leurs rites. Pourtant, les enfants de Sarah et d'Abraham vivaient en terre alsacienne depuis l'époque romaine et jusqu'au XIIe siècle sans aucune discrimination. Mais la création des corporations catholiques et les épidémies du Moyen-Âge changeront leur statut. En 1349 va se passer la très grave peste noire, parce qu'à cette époque, les Juifs d'Alsace avaient été accusés d'avoir jeté des venins et du poison dans les puits. Et on leur a laissé le choix dans certaines villes, en particulier à Strasbourg, entre soit se convertir, soit être brûlés vifs. 2000 juifs sont alors jetés au bûcher. Quelques-uns s'enfuient vers les campagnes, dans les villages qui ne tolèrent pas plus de 7 familles. Lors des disettes, ce sont elles et leurs biens qui sont menacés par les paysans. Mais à Rosheim, Rabbi Yosselman a laissé son empreinte à l'hôtel de ville. En 1514, les magistrats de Rosheim, d'Obernai et de Kaisersberg décident d'expulser les Juifs à cause de leurs taux usuraires pratiqués. Rabbi Yosselman intervient personnellement auprès de l'empereur Charles Quint, où il a une audience en 1520, et grâce à cette intervention, Rosheim et Obernai conserveront les Juifs dans leurs murs. À Marmoutier, en 10 siècles, la communauté juive sera mieux acceptée. En 1846, près d'un tiers de la population est israélite. Aujourd'hui, le dernier juif de Marmoutier, c'est le conservateur du musée. Cette communauté vit à Marmoutier, au contact permanent des non-juifs, de la communauté chrétienne. Le 14 juillet, il y avait un office, les juifs se rendaient à l'office catholique. Je me souviens d'office de Yom Kippour, avoir dans l'arrière de la synagogue 40 ou 50 chrétiens assistant à l'office. Ils vivaient ensemble et, disons surtout, se connaissaient et acceptaient les différences. Cette ancienne synagogue est aujourd'hui une salle communale. Elle avait été construite après la Révolution française, comme la plupart des synagogues d'Alsace. La Révolution qui accorde la citoyenneté aux Juifs. Ils deviennent alors libres et égaux en droit, et cela grâce à Cerbère. Ce fournisseur des armées royales est le porte-parole de sa communauté auprès de Louis XVI. Il est enterré à Rosenwiller. Voyez la tombe d'un homme généreux. Il se distingue par sa noblesse, que son âme soit reliée au faisceau des vivants. Sa ténacité fera aboutir le décret d'émancipation du 27 septembre 1791. Par ce décret, les Juifs peuvent avoir accès à tous les métiers. Ils peuvent également habiter les villes et les villages de leur choix. Ils ont le droit de posséder des terres, d'acheter des immeubles, ce qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Donc des potentialités très importantes. Ils ont donc des droits, mais aussi des devoirs comme leurs voisins chrétiens. Des droits et des devoirs au profit du plus grand nombre. Ainsi, Louis Ratisbonne crée l'hospice Elisa, Gustave Lévy la clinique Adassa. À l'époque, la population est largement analphabète. Les Juifs alsaciens sont instruits. Ils prennent logiquement leur place dans la société jusqu'à la dernière guerre.
6 millions d'Israélites disparaissent. Ici, à Offenbourg, jusqu'en 1933, ils étaient précisément 337. De leur passage sur Terre, il reste quelques objets familiers dans une salle de musée. En 1940, les nazis incendient la grande synagogue de Strasbourg. Après la guerre, la communauté hésite avant de reconstruire. Une question de confiance vis-à-vis de l'État français. Une confiance désormais retrouvée. À Strasbourg, la synagogue de l'Esplanade est inaugurée en 1992. Sous les vitraux de Maître Tobias, elle accueille aujourd'hui 300 familles. Des hommes et des femmes qui vivent leur judaïsme en pénétrant dans une Torah monumentale. Ici, les fidèles entrent dans la loi, autrement dit, l'enseignement révélé. Deuxième volet de notre série cette semaine consacrée à la communauté juive en Alsace, une communauté qui, je vous le rappelle, compte 18 000 membres. Environ 15% sont pratiquants et respectent les principes de cette religion monothéiste. Remedios Sanchez-Pascual et Xavier Colombier nous entraînent ce soir au cœur du sacré, dans des rituels religieux immuables depuis des millénaires. « 13 ans dans quelques semaines, l'âge de sa majorité religieuse. Sur sa tête, la kippa, l'hommage à la grandeur de Dieu. David prépare la communion juive, sa bar mitzvah. En hébreu, il devient littéralement le fils du commandement sous les yeux de son père. Maintenant, il va être effectivement une personne à la synagogue. Il peut faire partie du minyan, qui est le minimum de 10 hommes requis pour une prière en commun. Il peut lire l'office pour la communauté qui est présente à la synagogue, que ce soit l'office du soir ou l'office du matin. Ce sont des choses qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Et tout ceci va conditionner effectivement sa vie par la suite, puisque grâce à ça, il est effectivement un homme sur le plan religieux. 1 heure par semaine, une année, une préparation rapide, car David maîtrise parfaitement l'hébreu. Ici, il apprend à revêtir le talit, le châle de prière. Il apprend aussi à placer les téphilines en signe de soumission à Dieu. Le jour de sa bar mitzvah, il chantera l'office devant les fidèles de la synagogue de la paix à Strasbourg. Il deviendra responsable de ses propres transgressions par rapport à la loi juive. C'est difficile ? Non, c'est pas très difficile, mais c'est savoir qu'il faut faire une paracha devant des... Il a le trac. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ce qu'il craint le plus, c'est le trac. Mais il est prêt, autrement, n'est-ce pas? Hein? On dit Grâce à mon cher maître. Voilà. Le cher maître, c'est Isaac Waknin, un juif séfarade qui depuis 15 ans est l'un des ministres officiants du culte ashkénaze. Le respect de la lecture de la Torah passe par lui. La Torah, autrement dit le Pentateuque, au sens propre, l'enseignement que Dieu a donné au peuple juif voici 5000 ans. La révélation faite à Moïse, le fondement du judaïsme. Le respect des commandements, les 10 commandements qui sont universels, donc le respect de l'autre, et la reconnaissance d'une transcendance, d'un Dieu créateur qui veut que le monde vive selon des projets qui lui permettent d'exister. Exister avec la Torah qui a traversé les siècles. Ses serviteurs, ce sont ses scribes. Nous sommes ici, dans le seul centre européen de Sophrut, et depuis sa création en 1982, c'est la première fois qu'une caméra pénètre dans ces lieux, au cœur du sacré. Ces sophérim sont des copistes, des conservateurs, des réparateurs. Comme c'est un rouleau qui est assez âgé, donc avec l'humidité, il y a beaucoup de réparations à faire. On essaye de séparer les lettres, de réancrer s'il manque de l'encre, et surtout de regarder si les lettres sont conformes avec la loi. Un travail rigoureux avec les instruments d'aujourd'hui, scanners et ordinateurs. Pour qu'une Torah reste cachère, pure, aucune erreur n'est permise. Chacune des 304 805 lettres du texte doit être absolument conforme. Une seule lettre transformée peut changer le sens d'une phrase. Et ceci explique la rigueur nécessaire pour que cette Torah soit tout à fait identique à ce qu'elle était au départ.
Et nous avons le meilleur exemple, puisque nous fêtons cette année le 50e anniversaire de Qumran, de la découverte des manuscrits de la mer Morte. Vous voyez là-dedans qu'on a retrouvé des manuscrits où le texte est strictement le même que celui que nous utilisons aujourd'hui. Et c'est ainsi que perdure le judaïsme. Comme naguère, ces hommes écrivent, ces phylactères, des versets introduits dans de petits écrins de cuir. Vous ne saurez pas où se trouve cet atelier. Ces hommes fuient la publicité et l'impureté. Ils servent Dieu et les principes de la Torah. L'enseignement qui commence par le récit de la création de l'homme et de la femme, donc de la reconnaissance et de la valeur du couple, transmission au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des responsabilités au niveau des enfants, et puis création d'une société, d'une communauté où chacun trouve sa place. Sa place, son chemin, son destin, Raphaël les trouvera peut-être grâce à sa bar mitzvah. À 13 ans et un jour, ce fils de rabbin est appelé pour la première fois à lire la Torah en public, tôt, très tôt, 6h30 du matin, un jeudi. Sa grand-mère et son arrière-grand-mère sont venues de Paris. Dans la tradition juive, les femmes sont les prêtresses du foyer. Elles n'ont donc aucun rôle dans le culte public. C'est l'émotion surtout, je tremblais là quand je faisais la Torah. Qu'est-ce que ça représente pour toi? L'accomplissement de ce qu'ont fait mes parents. Et également, je deviens un homme maintenant, je suis compris dans le minyan. Je suis très heureuse que je reste vivant et assister encore mon arrière-petite-fils à Bar Mitzvah. La vie juive va continuer à travers lui, nous en sommes toutes très fiers. Voilà. Cet office aura aussi été une prière commune en présence du rabbin, un rabbin qui n'est pas un prêtre mais un guide spirituel. Qu'est-ce qu'un bon juif pour vous? C'est un homme qui est bon. Et un juif tout court? La définition de l'homme qui, malgré l'échec parfois des civilisations, croit en la réussite du projet divin et en la présence de l'homme sur terre. Voilà, et troisième volet, demain soir. Troisième volet de notre série consacrée cette semaine à la communauté juive en Alsace, une communauté pour qui les rituels sont importants lors des grandes cérémonies, mais aussi dans la vie quotidienne. En voici quelques exemples avec ce reportage de Remedios Sanchez-Pascual et Xavier Colombier. Un escalier de pierre érodé par les siècles, une descente de 15 mètres sous terre. Nous sommes dans un bain rituel juif, un mikvé du XIIe siècle. C'est l'un des fondements de la vie communautaire juive avec la maison d'études et la synagogue. La particularité du mikvé d'Offenbourg, c'est son alimentation, en partie par la nappe phréatique et en partie par l'eau de pluie, ce qui explique la grande taille et la beauté du puits qui s'étire du mikvé jusqu'à la surface. Ici, à Marmoutier, le mikvé est moins profond. À l'image d'Offenbourg, il est désaffecté. Les juifs pratiquants ne descendent plus dans ces eaux, mais les grands centres communautaires modernes accueillent régulièrement les fidèles. Vous ne verrez pourtant jamais une purification, vous resterez au seuil de l'intime. Un rituel préconisé entre autres après leurs règles pour les femmes ou avant le Shabbat pour les hommes. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדקנך של שבת. Shabbat, le jour du repos qui commence dès le vendredi soir. Shabbat, pour servir Dieu. Dieu qui se reposa le 7e jour de la création. Une heure avant la nuit, je fais entrer le Shabbat à la maison, mon mari part à la synagogue et moi j'allume les bougies pour qu'effectivement la lumière, et c'est l'entrée du Shabbat, les lumières qui rentrent dans la maison. La semaine est finie et nous commençons le Shabbat. Cette purification est symbolique. Kiddush peut commencer.
En hébreu, le maître de maison bénit le vin et il le fait goûter aux convives. Notre hôte n'a jamais dérogé à ce rituel hebdomadaire, un rituel dont la signification est très précise. Un arrêt sur image ou sur réflexion par rapport au quotidien, pour bien montrer qu'il y a aussi un moment de spiritualité dans la vie. Et chaque semaine, ce moment de spiritualité commence avec le kidouche. Ce pain sabbatique, c'est la mère de famille qui l'aura pétri et cuit. C'est le pain des anges, 2 miches de froment en mémoire des mannes récoltées dans le désert voici plus de 3000 ans. 2 miches salées le jour du Shabbat. C'est pour se souvenir des sacrifices qu'on offrait à Dieu quand on faisait parfois une faute ou qu'on avait fait un mauvais acte. Alors pour se repurifier, pour redevenir saint. Ce kidouche, cette sanctification priée, scandée, chantée la veille du Shabbat, c'est une survivance du passé. Avec kidouche, les Juifs revivent l'Exode et la libération d'Égypte, un Shabbat salvateur. Tout ce qui a trait au travail est interdit. Mais on a le droit de se réjouir, on a le droit de se reposer, de recevoir des amis, de se retrouver en famille. Et de profiter tous ensemble d'une journée où nous sommes tout à fait les uns avec les autres et sans contrainte. En fait, c'est surtout pour nous libérer de ces obligations, de ces habitudes que nous avons tout au long de la semaine et que l'on ne remarque même plus à force de les avoir, c'est-à-dire d'allumer la lumière, de prendre l'ascenseur, de prendre sa voiture. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, c'est le jour du repos où on doit se libérer de toutes nos actions habituelles qui nous rendent la vie un petit peu esclave de ces habitudes de tous les jours. Shabbat se termine le samedi soir avec une havdalah, d'autres prières pour revenir au quotidien. Une bougie tressée, c'est la vie éternelle. Cette boîte à épices, c'est le symbole des nourritures spirituelles. La bougie s'éteint dans la vie matérielle, un reste de vin. Ce kidouche a été reconstitué un mardi soir. Nos hôtes, des Ashkénazes pratiquants, respectent vraiment Shabbat le vendredi. Environ 15% de la communauté juive alsacienne est pratiquante. Ces rituels baignent leur vie quotidienne, des rituels magnifiés lors des grandes cérémonies. À la synagogue de Benfeld, Caroline et Serge ont uni leur destinée le 13 juillet dernier. Un mariage qui, dans la tradition juive, est un commandement divin, un lien sacré, un moyen pour chaque individu de s'accomplir pleinement. Les mariés se sont séparés pendant quelques heures. La mariée s'est préparée en faisant un bain rituel. Nous avons habillé aussi la synagogue avec des fleurs. Nous avons monté ce dé nuptial. Et puis très très vite, les événements se sont précipités. La mariée est arrivée dans une très belle voiture. Elle est rentrée, le rabbin a fait un discours, échange d'anneaux, un verre brisé, et on sort déjà. 3/4 d'heure se sont passés, on ne les a pas vus passer. Un mariage sous un dais, une roupa en souvenir des tentes du désert, un verre brisé pour ne pas oublier la destruction du temple de Jérusalem. Un mariage qui installe l'avenir. Au niveau des générations, le mariage est aussi la clé pour avoir des enfants, beaucoup d'enfants, disent nos lois, et après, le futur sera assuré. Quatrième volet de notre série de reportages sur les Juifs en Alsace. Ce soir, nous allons nous intéresser à la vie communautaire, une vie communautaire centrée autour de la synagogue, les maisons d'études et la famille. Le reportage de Remedios Sanchez-Pascual et Xavier Colombier. Je vais te montrer la tombe de tes arrière-grands-parents et de tes arrière-arrière-grands-parents, c'est-à-dire de mes parents et de mes grands-parents. Un jeune homme et son grand-père, une visite au cimetière inhabituelle. Le culte des morts n'existe pas dans la tradition juive. Ni fleurs ni couronnes lors de l'inhumation ou à la date anniversaire du deuil, juste quelques cailloux en souvenir du désert. Ici, une exception à la règle. Cet adolescent vit en Israël. À Rosenwiller, il écoute ses ancêtres, une leçon d'histoire. L'histoire qui a donné un statut aux Juifs de France. En 1808, Napoléon Ier crée le consistoire central, une institution contrôlée par l'État.
Elle régit aujourd'hui les 230 communautés juives françaises. Son rôle? Nous sommes là, bien sûr, pour maintenir ce qui est constitué par la vie juive en général, les offices religieux, mais aussi l'enseignement au niveau des enfants, également au niveau de la vie culturelle et, je dirais, de la vie sociale. La vie communautaire, c'est pour moi, c'est d'abord quelque chose qui se vit au quotidien. Ce ne sont pas des grands événements, une fois l'an, une fois tous les 5 ans. C'est la vie de tous les jours. Pratiquement? Pratiquement, c'est la synagogue matin et soir, c'est les cercles d'études en journée, c'est un jardin d'enfants, c'est un centre communautaire animé, des conférences. Et aussi en Alsace, une radio, des boucheries cachères, des fabriques de pain Azim, une clinique juive Hadassah unique en France et des maisons de retraite. À Fastnacht, la résidence René Hirschler accueille 82 pensionnaires, juifs pour la majorité d'entre eux. Ici, on mange cachère, la synagogue est dans les murs et la musique baigne cette maison de retraite. Elle est très bien, je la trouve excellente. Je trouve même méritoire pour ceux qui l'ont créée. 3e, 4e, 5e âge, la religion de ces hommes et de ces femmes les rend-il davantage solidaires? En général, oui, parce que vous savez, l'esprit communautaire fait que les gens sont très souvent solidaires les uns les autres, et dans une maison juive aussi. Moi, j'ai pas vu quand j'étais veuve qu'il y avait plus de solidarité. Il fallait bien que je me démerde toute seule. Vous savez, c'est un peu excessif, cette réputation, vous le croyez? C'est excessif, il faut que je dise. On s'entraide, c'est sûr, mais les autres gens s'entraident aussi quand on est dans le besoin, pas matériel, je parle. Ces femmes et ces hommes finiront leur jour en terre alsacienne, mais depuis des siècles, le peuple juif a vécu les yeux fixés sur Jérusalem. Après la Shoah, au-delà de la terre promise, Israël est devenu un refuge, un État. Tous les Juifs sont en exil depuis la destruction du Temple. Et je crois que si les enfants retournent, c'est le début de la réalisation des promesses messianiques. L'immense majorité des Juifs de France aujourd'hui se sentent essentiellement des Français à part entière, veulent partager les responsabilités de la France, veulent montrer qu'ils sont une composante enrichissante de cette société. Une composante elle-même riche de cultures multiples. Ashkénazes en majorité ou séfarades, environ 18 000 juifs forment la communauté alsacienne. Une communauté active. Elle a créé des écoles, des lycées, des yeshivot, ces écoles talmudiques. L'hébreu est étudié dès le plus jeune âge. Il dispose d'une chaire à l'université de Strasbourg. Les juifs ne sont-ils pas le peuple du livre ? Un peuple qui prie, qui lit et qui chante aussi, en famille, pendant Shabbat, dans les fêtes communautaires. Comme lui, ce jeune Ashkénaze qui deviendra ministre officiant après ses études à Jérusalem. Comme Michel, séfarade par nature, dentiste par devoir, chanteur par passion. Deux hommes qui ont écouté les voix de leurs ancêtres, deux hommes qui ont respecté les voix de leurs pères. Chose promise, chose due. 5e volet ce soir de notre série consacrée à la communauté juive. Il s'appelle Rostropovitch, Sigmund Freud ou Woody Allen, des hommes qui se sont appuyés sur leur religion pour faire évoluer l'art ou la pensée. En Alsace, cette créativité est également très vivace. Remedio Sanchez Pascual, Xavier Colombier. Un ornement de Torah, un chandelier à 6 branches, une main de lecture, quelques aspects de l'art juif. Son unique finalité durant des siècles, honorer Dieu exclusivement, sans idolâtrie. L'honorer à travers la décoration des synagogues ou l'embellissement des objets rituels.
un art populaire et d'une belle inventivité. Ainsi, ces mapotes alsaciens, ce sont les Ashkénazes qui ont imaginé cette bande de lin peinte et brodée. Elle est offerte à l'enfant à sa circoncision. Cette coupe, c'est celle de la confrérie chargée des derniers devoirs, des hommes qui accompagnent les défunts. Elle est au musée Bartholdi à Colmar. Mais la créativité juive n'est pas confinée au musée, aux lieux sacrés. Elle est vivante dans la rue, dans les familles, dans les restaurants et dans l'esprit des hommes. Est-ce que vous connaissez la différence entre filet à l'anglaise et filet à la juive? Non. Filet à l'anglaise, c'est partir sans dire au revoir. Et filet à la juive, c'est dire au revoir et pas partir. Je crois que l'humour juif, c'est la capacité de se remettre en cause soi-même, pouvoir rire de soi-même. Enfin, toutes les minorités sont capables et ont un humour spécifique. Je crois que c'est les rassemblements familiaux qui permettent ça. Il y a une réunion familiale au cours de laquelle il faut raconter autre chose que les histoires de voisinage. Alors on essaye de changer, puis de faire partager certaines histoires à l'un et à l'autre, et ça peut se transmettre comme ça. Transmettre sa vision du monde, son expérience, sa sensibilité, le désir de tout artiste. Comme Daniel Lifshitz, un juif converti au catholicisme, sa peinture est empreinte de mysticisme. L'œuvre d'Alphonse Lévy est plus terrienne. L'illustrateur alsacien du XIXe siècle n'était alors guère apprécié des élégants juifs parisiens. Aujourd'hui, il est chic d'avoir un Alphonse Lévy dans son salon. Quant à la peinture de Manne Katz, elle est plus lyrique, colorée, raffinée. Son univers, des écoliers talmudiques, des baigneuses impudiques, des hommes en colère. La communauté israélite de Mulhouse possède plusieurs de ces tableaux, un don de Paul Jacob, un avocat mort, sans héritier. Leur héritage, les yiddish mamas et papas le revendiquent haut et fort et en chanson. Deux juives, 4 goïs et 16 chansons en yiddish, la langue du ghetto, l'espéranto du peuple juif. Leur spectacle, l'immigration des juifs de l'Europe de l'Est vers l'Amérique au début de ce siècle. Un spectacle en strass et en papillotes. Quel effet ça me fait porter des papillotes? Bah, une grande première. Très agréable, ça tient pas trop chaud, ça va. Dans ce cocktail pétillant, les juifs de l'Ancien Monde enlèvent leur habit de misère pour mieux s'imprégner de modernité. Je suis juive, je chante sur scène, je danse sur scène. C'est vrai que pour les religieux, les femmes ne doivent pas chanter, enfin une femme mariée ne doit pas chanter devant les hommes. Ça vous pose aucun problème? Ça ne me pose pas de problème. En tout cas, vous vous éclatez sur scène. Moi, je m'éclate sur scène, oui, c'est vrai. Elle s'éclate, tout comme sa compère Astrid Ruff. Pour cette meneuse de revue, le yiddish recèle aussi la délicate saveur de l'enfance, une enfance aux multiples senteurs, aux multiples cultures. On ne peut pas définir la culture juive. Il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect laïque, il y a la défense du yiddish, il y a la défense de l'hébreu. Il y a 1000 aspects et on dit toujours en matière de boutade qu'il y a autant de manières d'être juif que de juifs au monde. Voilà, il faut préciser que cette série de reportages sur la communauté juive a été rendue possible grâce à l'Office du tourisme du Bas-Rhin et à l'association juive Bnei Brit.